Après le départ de mon cher Jean, le vide dans la maison est devenu presque palpable. Les enfants avaient grandi et les journées s'étiraient, douloureusement longues. C'est alors que j'ai vu l'annonce. Le Grand Théâtre, le joyau de notre ville, cherchait des bénévoles pour aider aux archives et à la surveillance des salles. Cela m'a semblé être un signe. Dans mon enfance, ma grand-mère Isabelle m'emmenait souvent ici, ses yeux brillants devant le velours rouge et les dorures. Elle portait toujours à son cou un vieux médaillon en argent qui m'appartenait désormais. Un jour, il te mènera à la vérité, ma petite Élise, disait-elle mystérieusement. Le théâtre m'a accueillie avec une odeur de poussière, de vieux bois et de naphtaline. J'ai entendu la légende du fantôme, dès le premier jour, racontée par le vieux gardien que tout le monde appelait simplement le Père Léo. Il parlait de courants d'air mystérieux dans des pièces fermées à clé, d'une mélodie à peine audible provenant de la fosse d'orchestre vide la nuit. Je me contentais de sourire poliment. Moi, femme pragmatique, je ne croyais pas à ces contes. Ma tâche consistait à cataloguer de vieilles affiches et programmes dans les archives poussiéreuses derrière la scène. Un soir, alors que je m'étais attardée, j'ai décidé de me promener dans les couloirs retentissants. La lumière était faible, les ombres dansaient sur les murs et chaque grincement de parquet résonnait dans le silence. Quelque chose m'a attiré vers les anciennes loges qui n'étaient plus utilisées depuis longtemps. La porte d'une d'elles était entr'ouverte. À l'intérieur, sur une coiffeuse poussiéreuse, reposait une unique rose fanée, parfaitement conservée. J'ai tendu ma main pour la toucher et à cet instant, j'ai entendu un fredonnement doux, presque immatériel. La même mélodie que ma grand-mère Isabelle fredonnait si souvent, mon cœur s'est emballé dans ma poitrine, des battements courts saccadés. « Qui est-ce là ?» Ma voix était faible et mal assurée. Silence. J'ai fait un pas en arrière vers la porte et à cet instant, toutes les lampes du couloir se sont éteintes avec un claquement sec. Je me suis retrouvée dans une obscurité absolue, impénétrable. La panique m'a serré la gorge. J'étais pétrifiée, n'osant même plus respirer, et c'est là que je l'ai senti. Un contact glacial, presque immatériel, sur mon épaule. Puis, une main froide et sèche a saisi mon poignet, doucement mais fermement. J'ai poussé un cri. De l'obscurité, juste à mon oreille, un murmure rauque et ancien, plein de chagrin et d'espoir, a prononcé un seul mot. « Isabelle !» Mon cri est resté coincé dans ma gorge. Au même instant, l'éclairage de secours a cligoté et s'est allumé, baignant le couloir d'une faible lumière jaune. Devant moi ne se tenait pas un fantôme, mais un homme. Incroyablement vieux, maigre comme un squelette, vêtu de haillons qui avait pu être autrefois l'uniforme d'un machiniste. Son visage était un réseau de rides profondes, et ses yeux enfoncés me fixaient avec un espoir douloureux. Il ne lâchait pas ma main, son regard rivé sur le médaillon d'argent à mon cou. « D'où le tiens-tu » a-t-il chuchoté, sa voix tremblante. J'ai peiné à retrouver ma voix. « C'est celui de ma grand-mère, elle me l'a laissé. » Les yeux du vieil homme se sont remplis de larmes. Il m'a lâché et a reculé d'un pas, s'appuyant contre le mur comme si ses forces l'abandonnaient. Alors, elle n'est plus là. Ce n'était pas une question, mais une constatation. Il m'a conduite dans son refuge, une minuscule pièce en coulisses cachée derrière de vieux décors. Il y avait un matelas, quelques livres et une table couverte de partitions jaunies. Il s'appelait Julien. Et pendant 1 heure qui a suivi, au son du courant d'air qui parcourait le théâtre, il m'a raconté une histoire qui a bouleversé tout ce que je savais de ma famille. Il était un simple machiniste dans les années 50. Et ma grand-mère, Isabelle, une étoile montante de l'opéra, avec une voix d'ange, et ils sont tombés follement, secrètement amoureux. Ses parents, disait Julien, avec une vieille douleur dans la voix, étaient riches et influents. Il ne l'aurait jamais laissé épouser un ouvrier sans le sou. Ce médaillon était son cadeau, sa promesse. À l'intérieur, il avait gravé leurs initiales, J et I.
Il m'a montré une vieille photo abîmée d'une jeune Isabelle, ma grand-mère, souriante et incroyablement heureuse aux côtés d'un jeune et beau Julien. Le soir de sa grande première, il devait s'enfuir. Il l'attendait à la sortie des artistes avec 2 billets de train. Mais elle n'est jamais venue. Le lendemain, son père lui a annoncé qu'il y avait eu un accident et qu'Isabelle était morte. Dévasté, incapable de quitter le seul endroit où il avait été heureux, Julien s'est caché dans les dédales du théâtre. Il n'est plus jamais ressorti dans le monde, vivant uniquement de ses souvenirs de son amour perdu, devenant pour tous ce fameux fantôme de l'opéra. J'ai l'écouté et mes mains devenaient glacées. L'histoire que je connaissais était complètement différente. Mais elle n'est pas morte, j'ai chuchoté. Julien a levé vers moi ses yeux délavés, remplis d'incompréhension. Qu'as-tu dit ? J'ai pris une profonde inspiration, me préparant à détruire le monde que cet homme s'était construit pendant 60 ans. Julien, ma grand-mère Isabelle n'est pas morte ce soir-là. Sa famille vous a menti. 2 semaines après cette représentation, elle a été mariée de force à un riche industriel. Elle a vécu une longue, mais très malheureuse vie. Elle est décédée il y a seulement 5 ans. Le visage de Julien s'est pétrifié. Le choc, l'incrédulité, puis une douleur profonde, dévastatrice ont tordu ses traits. 60 ans. Pendant 60 ans, il avait pleuré une amante morte alors qu'elle vivait dans une cage dorée, peut-être à quelques rues d'ici. Une colère contre ma famille, contre mes arrière-grands-parents, m'a brûlé de l'intérieur. Comment avait-il pu faire ça, briser 2 vies pour le statut et l'argent ? Vous êtes-vous déjà demandé à quel point les gens peuvent mentir pour le soi-disant bien de la famille ? Parfois, j'ai l'impression que les secrets les plus terribles ne sont pas cachés dans les vieux théâtres, mais derrière les nappes amidonnées des dîners de famille. J'ai tout raconté à Julien. Comment grand-mère Isabelle ne souriait jamais sur les photos de famille. Comment elle passait des heures assise à la fenêtre, fredonnant cette même mélodie. Comment, en mourant, elle m'avait donné le médaillon en disant « Ne laisse personne voler ta musique, Élise ». Ce n'est que maintenant que je comprenais le vrai sens de ces mots. Sa musique, c'était Julien. Les jours suivants, je suis devenue son lien avec le monde. Je lui apportais de la nourriture, des journaux, je lui racontais comment la ville avait changé. Et j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas leur rendre les années volées, mais je pouvais réparer une petite partie de cette monstrueuse injustice. Julien, lui ai-je dit un jour, vous devez sortir d'ici. Vous devez voir le soleil. Et il avait peur. Ce théâtre était son monde, son refuge et sa prison. Mais en plongeant son regard dans le mien, celui de la petite fille de son Isabelle, il a accepté. Sous le couvert de la nuit, je l'ai fait sortir du théâtre. J'ai vu son regard plisser devant les lampadaires, les voitures qui passaient, les étoiles dans le ciel. Pour lui, c'était un monde du futur. Le lendemain, je l'ai emmené au cimetière sur la tombe d'Isabelle. Il est resté longtemps silencieux, ses maigres épaules secouées de sanglots. Puis il s'est agenouillé et a déposé une rose, fraîche, la première en 60 ans, sur le granit froid. Il pouvait enfin lui dire au revoir. La fin de notre histoire ne ressemble pas à un conte de féerie. On ne peut pas réécrire la vie, mais elle avait sa propre justice, d'où sa mère. Julien n'est pas retourné au théâtre. Avec mon aide, il s'est installé dans une petite pension. Je lui rends visite tous les jours. Parfois nous sommes assis dans un parc et il me parle de son Isabelle et moi de ma grand-mère. Et dans ces moments, je sens que les 2 moitiés d'une même âme, séparées par un mensonge pendant toute une vie, se sont enfin réunies, à travers moi. Je ne sais pas combien de temps il lui reste à vivre, mais je sais une chose. Il vivra le reste de ses jours non pas comme un fantôme dans l'ombre, mais comme un homme qui a trouvé la paix. Et en regardant le vieux médaillon dans mes mains, je comprends que ma grand-mère avait raison. Il m'a vraiment menée à la vérité. Et cette vérité, bien que douloureuse, les a libérés tous les deux. Et moi aussi.